L'échiquier international, bienvenue à vous. Journée historique pour la Palestine et pour la diplomatie. Journée historique, certes, laquelle concentre tout de même certains paradoxes. Comme on va le voir, la France et quelques autres pays donc s'apprêtent à reconnaître officiellement l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies aujourd'hui. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal ont franchi le pas hier. La réjouissance est là, certes, mais la lucidité a aussi son poids puisque ce mouvement diplomatique contraste avec la réalité du terrain. Le génocide se poursuit à Gaza et en Cisjordanie, un plan sans précédent de construction de colonies sauvages, le fameux plan E1, s'accélère. Donc une reconnaissance certes, mais qu'est-ce que cela change pour la Palestine et surtout quels sont les leviers diplomatiques des pays qui reconnaissent désormais l'État de Palestine? On en parle, à tout de suite. Reconnaissance de l'État de Palestine aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et la France présideront les débats dans l'hémicycle onusien des Nations Unies à New York, actant la reconnaissance officielle d'un État palestinien après le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne. La France en passe de franchir le Rubicon et ce, malgré les menaces des porte-voix sionistes. On parle de cette reconnaissance avec notre invité du jour, Alain Grèche. Bonsoir. Bonsoir. Alors, journaliste et directeur de journal en ligne Orient 21 et Afrique 21, auteur, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Alain Grèche, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la question palestinienne. Le dernier en date, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. On l'a dit, c'est une journée historique pour la Palestine, mais aussi journée ambivalente à la vue des massacres qui se poursuivent sur le terrain. Votre sentiment déjà concernant la journée d'aujourd'hui? Disons qu'il est mitigé. On ne peut que se réjouir du fait que des pays occidentaux qui jusqu'à présent ont refusé de reconnaître l'État de Palestine le reconnaissent. Ça implique un certain nombre d'obligations d'ailleurs par rapport à cet État, de le défendre, d'éviter qu'il soit totalement détruit, etc. Donc c'est un geste symbolique. D'ailleurs, la réaction israélienne et américaine le prouve à quel point on voit à quel point ils sont furieux de cette reconnaissance. Mais en même temps, la réalité, c'est qu'il y a sur le terrain un génocide. Orient 21 a un correspondant sur place à Gaza, Rami Abou Jamous. Il nous a envoyé aujourd'hui un article qui dit, en gros, on lui demandait qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que la population de Gaza pense de la reconnaissance. Il dit, mais la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a eu cette reconnaissance parce que ils sont tellement préoccupés par sauver leur vie, ils sont obligés de déménager, ils sont bombardés, ils n'arrêtent pas d'aller d'un endroit à l'autre, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Alors, je ne veux pas sous-estimer le fait, encore une fois, qu'il y ait cette reconnaissance, mais elle n'a de sens que si elle est un premier pas vers des mesures prises pour imposer cette reconnaissance de l'État de Palestine, c'est-à-dire si la France et les autres pays reconnaissent l'État palestinien, il a le droit de se défendre et surtout, il faut obtenir l'évacuation d'Israël de cet État qui vit sous occupation. Et c'est ça que l'Assemblée générale des Nations unies, il y a un an, a pris une décision demandant le retrait en septembre des forces israéliennes des territoires occupés. Évidemment, ils ne l'ont pas fait, mais la question qui se pose maintenant aux États qui ont reconnu l'État de Palestine, c'est qu'est-ce qu'ils font pour obtenir qu'il y ait un retrait israélien. Et d'abord qu'il y ait l'arrêt du génocide et un retrait israélien. Et ça n'est pas possible s'il n'y a pas des sanctions. Et peut-être la lueur d'espoir, c'est que quelques États, notamment l'Espagne et la Belgique, ont pour la première fois pris des sanctions réelles. Israël ne cédera pas s'il n'y a pas de sanctions réelles qui sont prises contre lui. Alors, les avantages de cette reconnaissance du côté palestinien, c'est le débat, la question qui sans doute va se préciser d'ici les prochains mois. Plus de 150 pays avant-hier, avaient déjà reconnu l'État de Palestine, mais Alain, cela n'avait pas empêché le génocide. Non, tout à fait. Ce n'est pas ça qui empêchera le génocide. Mais comme je l'ai dit, la plupart des pays qui ont reconnu l'État de Palestine étaient des pays de ce qu'on appelait avant le tiers-monde ou le bloc socialiste.
Maintenant, le fait qu'il y ait des pays occidentaux, des pays qui sont membres du G20, du G7, etc., ça a un certain poids. Mais ça ne suffit pas, je le répète, parce qu'effectivement, comme vous dites, ça fait quand même 2 ans que ce génocide est en cours. Et vous savez, les génocides dans l'histoire, il y en a eu, on a parlé du Rwanda par exemple, mais au Rwanda, on ne voyait rien. C'est-à-dire ça s'est passé en dehors des caméras. Et là, on a un génocide filmé en direct. Et non seulement filmé en direct par les victimes, mais il est filmé en direct par les bourreaux. On voit les soldats israéliens se réjouissant de tirer sur des écoles, sur des hôpitaux, etc. Donc, c'est ça qu'il faut effectivement arrêter. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ce ne sera possible que s'il y a des sanctions. Et ces sanctions viendront avec la mobilisation des opinions publiques, surtout, je parle là surtout de l'Europe et des pays occidentaux. On a vu aujourd'hui une grève sans précédent en Italie de soutien à la Palestine. On a vu partout des mouvements importants, on a vu en Espagne, etc. C'est ça qui peut imposer aux pays occidentaux d'aller jusqu'au bout de leur démarche, qui n'est pas seulement de reconnaître l'État de Palestine, mais de permettre à ce que cet État existe et ne soit pas détruit. Alors Alain Grèche, vous l'avez dit, hein, il y a 3 pays du G7 qui participent à ce mouvement diplomatique de reconnaissance, 2 pays du Conseil de sécurité. La France, votre pays, a choisi la reconnaissance sans quelques pressions ici et là à l'endroit du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a fait céder le pas à la France? La pression populaire de plus en plus importante, vous le dites? Oui, alors il faut rappeler que la politique de Macron, d'ailleurs comme celle avant lui de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, était en rupture totale avec la position traditionnelle de la France, qui était une position, disons, d'appui aux Palestiniens. Dès le 7 octobre, Macron a tout à fait clairement pris parti en faveur d'Israël, du soi-disant droit à se défendre, et il a fallu des dizaines de milliers de morts pour que la France commence à infléchir sa position. Donc, c'est venu à la fois de la pression de l'opinion et puis, encore une fois, des images. C'est-à-dire que malgré les tentatives dans les médias de limiter le poids de ces images, petit à petit, au bout de 2 ans, grâce à Internet, au téléphone portable, etc., on a pu voir en direct ces enfants opérés sans anesthésie, ces écoles bombardées, etc. Et je pense que ça fait une pression sur le gouvernement, mais en Europe, le gouvernement français est plutôt un gouvernement entre guillemets timide. Il n'est pas à l'avant-garde comme le sont, par exemple, l'Espagne ou L'Irlande. la Belgique. Alors on parle de reconnaissance, mais sans évoquer les conditions qui vont avec. D'ailleurs, à se demander si cette reconnaissance ne serait pas une forme d'impasse, puisque les pays qui reconnaissent ou qui sont sur le point de suivre cette initiative posent des conditions. Par exemple, le Hamas doit libérer les otages. On ne parle jamais, Alain, des otages palestiniens pourtant détenus illégalement dans les prisons sionistes, y compris des mineurs, surtout que les autres mouvements de résistance, on se rappelle, avaient proposé d'échanger les prisonniers, mais Netanyahou avait refusé. D'ailleurs, en intensifiant les bombardements, juste après, les autres conditions pour la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est que le Hamas devrait également rendre les armes et ne pas participer à un éventuel futur gouvernement palestinien. C'est des conditions, Alain Grèche, il faut le dire, qui auraient fait dire au poète palestinien Hassan Kanafani qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance, mais surtout d'une capitulation qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, c'est pas les Palestiniens qui capitulent. Là, d'une certaine manière, c'est la France et les pays européens qui capitulent. Mais les conditions. Mais le Hamas refuserait. N'ont pas tellement d'importance parce que la reconnaissance, elle est là. Après, la France et d'autres pays posent un certain nombre de conditions au règlement politique et ils posent des conditions, à mon avis, totalement absurdes. Je veux dire, le Hamas ne va pas disparaître, même s'il a pris des coups militaires importants. Il est une composante de la société palestinienne et on ne peut pas imaginer que demain on gère cette société palestinienne sans une forme de présence du Hamas. La question des otages, elle est évidemment posée, c'est-à-dire tout le monde demande la libération des otages, mais il faut bien dire clairement qu'à plusieurs occasions, il y avait des accords pour libérer les otages,
que les seuls otages d'ailleurs qui ont été libérés à la suite des accords de cessez-le-feu entre le Hamas et le gouvernement israélien, et que là, tous les commentateurs israéliens le disent, le gouvernement israélien a fait la croix sur les otages. Il n'a rien à faire c'est un pur prétexte. Et bon, comme vous avez dit, je ne parle même pas des prisonniers palestiniens. C'est-à-dire, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a aujourd'hui une urgence qui n'a rien à voir avec une solution politique, c'est d'arrêter les massacres. Et ça me semble quelque chose d'important. Je veux dire, ce que la population de Gaza vit est un véritable cauchemar. Et ça, il faut l'arrêter. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. Et c'est pas la reconnaissance de l'État palestinien, c'est de faire pression sur Israël qui est en train de commettre un génocide. Et vous savez qu'il y a une convention des Nations Unies de 1948 qui non seulement évidemment condamne les génocides, mais oblige les États qui sont partie prenante de cette convention d'agir pour arrêter le génocide. Or, ils ne le font pas. Et c'est ça qui est aujourd'hui question. Qu'est-ce que ça veut dire se battre, agir aujourd'hui? Il y a des mesures très simples qui peuvent être prises. D'abord, l'arrêt total de la livraison des armes européennes. Je veux dire, l'Allemagne a suspendu une partie des armes, mais l'Allemagne a été l'année dernière le 3e fournisseur en armes d'Israël. Puis la France aussi collabore en armes de manière sécuritaire avec Israël. Il y a cette pression, il y a les pressions économiques. Je rappelle toujours que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Qu'Israël bénéficie auprès de l'Union européenne de conditions qu'aucun autre État du monde non membre de l'UE bénéficie. En termes d'accès au marché, de coopération économique, de coopération scientifique, nous participons au développement de la recherche scientifique en Israël, qui est souvent une recherche de type militaire, sans vraiment de manière massive. Il y a là des choses qu'il faut arrêter tout de suite. Demain, et franchement, la solution politique, c'est pas pour demain. On verra après dans quelles conditions, une fois que les massacres seront arrêtés, on pourra rêver d'une solution politique. Mais Alain, je vous posais la question par rapport à la sémantique, c'est-à-dire qu'on nous parle, entre guillemets, des otages israéliens, mais l'entité sioniste détient, à l'heure où on parle, peut-être 11 000 Palestiniens de Cisjordanie dans ces prisons, 4 000 environ sont accusés de rien, qui sont aussi détenus sans charge, sans procès, sans justice, détenus pour un soupçon ou pour simplement une proximité avec la résistance, c'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, aucun pays ne détient autant de prisonniers politiques que l'entité sioniste. On ne parle jamais des otages palestiniens. C'est la sémantique qui est intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais tout à fait, vous avez raison. D'autant plus que vous savez qu'il y a des conventions qui obligent tous les pays qui détiennent des prisonniers de permettre à la Croix-Rouge de les visiter. Or, depuis le 7 octobre, Israël a arrêté ces visites de la Croix-Rouge. On sait qu'un nombre non négligeable de ces Palestiniens sont morts sous la torture, et pas d'ailleurs seulement des gens qui ont été arrêtés après le 7 octobre, mais on a vu le mauvais traitement infligé aux dirigeants Barghouti. Il y a des dirigeants qui sont battus, etc., des dirigeants palestiniens qui sont battus. Et là, il y a un silence total, mais je veux dire, un silence total de la presse, des médias occidentaux et des politiques occidentaux, mais qui indique simplement le fait que quand l'Occident parle de droits humains, on parle des droits humains pour les Blancs seulement et pas pour les coloniser ou les occuper. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose de très... Dans la suite de ce que vous dites, Alain Grech, le taux de condamnation des Palestiniens dans les tribunaux militaires est de 99,7%. Depuis 2023, au moins 76 prisonniers palestiniens ont été torturés à mort. Source, la commission des détenus palestiniens. Donc avec la reconnaissance, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que normalement avec la reconnaissance officielle du jour, tout ceci devrait être dénoncé ou au moins essayer d'être atténué. Je ne sais pas quel vocable utiliser, mais en tout cas à défaut d'être complètement arrêté. Non, mais vous avez tout à fait raison. Hein. Je veux dire, c'est là où on voit quand même qu'il y a un double jeu en Europe, et de la France en particulier, mais d'autres pays européens qui se mobilisent. On peut dire, bon, je dis, moi je suis contre la prise d'otages et que tous les otages doivent être libérés, mais à condition, comme vous dites, de dire qu'il y a aussi des otages du côté palestinien et que ça, personne ne s'en préoccupe, et ils sont dans les conditions. Vous avez raison, les chiffres que vous donnez, je veux dire, on les a par la commission des prisonniers politiques palestiniens. On sait que les prisonniers politiques palestiniens sont
qui des fois croupissent dans les prisons depuis 15, 20 ans, sont un noyau de résistance et de réflexion politique et tout. Et on a tous ces chiffres, on a toutes ces données, mais bon, malheureusement, il va falloir encore beaucoup de pression pour que les gouvernements européens et occidentaux s'en préoccupent vraiment. Alors, une autre thématique, Netanyahou a prévenu qu'il ne comptait pas prendre en compte ce mouvement diplomatique de reconnaissance et selon lui, qu'il travaillerait pour qu'il n'y ait jamais d'État palestinien. Le seul, avec les mouvements de pression populaire qui montent un peu partout dans le monde, le seul soutien de Netanyahou est du côté de Washington. Trump serait le seul à pouvoir faire céder Netanyahou et pourtant il ne le fait pas. Comment vous l'expliquez? D'abord, je veux dire que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que comme j'ai dit, si les pays européens faisaient pression sur Israël vraiment, ils pourraient obtenir des choses. Je parle de la pression S'ils populaire. suspendaient l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, Israël paierait un prix extraordinaire. Un des problèmes depuis longtemps, c'est que, Israël ne paye aucun prix pour son occupation. C'est-à-dire, ils peuvent continuer l'occupation, ils peuvent violer tout le droit international, ils peuvent violer les positions en principe défendues par les États européens sans que l'Europe riposte. Donc, là aussi, la responsabilité américaine est majeure, mais il ne faut pas sous-estimer la responsabilité européenne. Maintenant, sur la question des États-Unis, oui, on a une administration qui est farouchement pro-israélienne. Enfin, elle est peut-être, je ne sais pas si elle est plus ou moins que Joe Biden. Il faut rappeler que quand même une partie importante du génocide s'est passée pendant la présidence de Joe Biden, qui était un démocrate. Donc il y a ce soutien très fort aux États-Unis, même si c'est important à dire, aujourd'hui il y a une évolution importante dans l'opinion publique américaine, et notamment parmi les électeurs démocrates, et notamment parmi les jeunes. Il y a des mobilisations très importantes, y compris d'une partie de la communauté juive américaine qui dit pas en notre nom, nous ne soutenons pas cette politique génocidaire. Donc, mais ça, bon, pour l'instant, ça n'a pas de poids au niveau américain. Maintenant, il y a aussi la question des pressions faites sur les Américains. C'est-à-dire, tout le monde est moi, je suis frappé par l'espèce le nombre de courbettes, si je peux dire, que les dirigeants du monde entier font à l'égard de Donald Trump. Je veux dire, on a vu, les États arabes, les États du Golfe, etc. Il y a, malgré tout, là aussi, on est dans des déclarations de condamnation, etc. Mais enfin, je veux dire, le monde arabe a un certain nombre de moyens pétroliers, financiers, etc. Il ne les utilise pas. Et donc Trump se sent les ailes libres. Non seulement il les utilise pas, mais les pays arabes achètent massivement des armes aux États-Unis. Donc il n'y a aucune raison là non plus qu'il change. Alors il y a quelques années, Alain Grèche, un livre était édité, les auteurs John Mearsheimer et Stefan Wolf, le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. Certains analystes aujourd'hui aux États-Unis affirment que même le poids de ce lobby avec sa puissance risque de ne plus suffire face à la pression mondiale. Vous l'avez dit, certains juifs de par le monde aussi manifestent et disent pas en leur nom. Il y a aussi des mouvements de pression au niveau du sport, au niveau du cinéma. Il y a comme ça un mouvement qui nous rappelle un peu à l'époque de l'apartheid, de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. En tout cas, certains analystes, même sionistes aux États-Unis, préviennent que ce lobby, la puissance de ce lobby risque de ne plus suffire dans les prochaines années. D'abord, le lobby, il faut le dire, a perdu de sa puissance. Il a perdu de sa puissance parce que son principe, depuis les années 50, c'était on ne choisit pas entre les démocrates et les républicains, on veut maintenir des bonnes relations avec tout le monde. Depuis la venue au pouvoir de Netanyahou, le lobby a pris des positions de plus en plus favorables aux républicains et s'aliénant une partie des démocrates. Donc ça, je crois que c'est important. Et puis l'autre chose, c'est que, si vous voulez, dans l'opinion publique, c'est-à-dire pour la première fois, j'ai lu un sondage récent, une majorité d'Américains est plus proche des Palestiniens que d'Israël. C'est sans précédent. Mais maintenant, ça ne se traduit pas forcément encore au niveau politique. Parce qu'au niveau politique, l'AIPAC, le lobby pro-israélien, a quand même une puissance, y compris une puissance financière, pour faire
élire un certain nombre de députés. On voit comment ils se mobilisent, par exemple, contre le candidat à la mairie de New York, Mamdani, qui a pris des positions assez courageuses sur la Palestine. Donc, il existe encore, mais effectivement, à terme, je pense que ses capacités d'action seront moindres. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre. Je veux dire, quand on voit les images qu'il y a derrière moi, je veux dire, on se rend compte, il y a une question d'urgence. Et c'est pour ça que l'Europe et le monde doivent prendre des positions plus fermes. Je dois dire d'ailleurs que, je veux dire, les Occidentaux ont une responsabilité importante, mais franchement, ni la Russie, qui a d'excellentes relations avec Israël, ni la Chine, qui a d'excellentes relations israéliennes, n'a fait le moindre pression réelle en dehors des déclarations. Là aussi, on est quand même à quelque chose qui est quand même inquiétant. Je veux dire, jadis, quand l'Afrique du Sud, il y avait le camp socialiste, le tiers-monde qui se mobilisait réellement, ils aidaient l'ANC, y compris ils entraînaient des gens, on n'était pas obnubilés par cette question du terrorisme, etc. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas dans ce cas de figure. Il y a un an, Alain Grèche, vous avez écrit un livre, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Francesca Albanese, rapporteuse des Nations Unies, avance des nouvelles données sur les chiffres des victimes palestiniennes. 680 000 morts, tel est le nombre réel, d'après elle et certains scientifiques, certains rapporteurs. Mais parmi les 680 000 morts, 380 000 d'entre eux seraient des nourrissons. Vous diriez aujourd'hui que le peuple palestinien, l'identité palestinienne, continuerait à perdurer, cette identité palestinienne qui réussit à traverser les époques, les temps, les crises, les lâchetés aussi, à la fois du monde arabe et du monde occidental, de tout le monde. Est-ce que cette identité palestinienne, comment vous la voyez aujourd'hui ? Mais je crois qu'elle est très, très forte. Je veux dire, moi, une des choses qui m'a frappé à Gaza, c'est quand il y a eu le cessez-le-feu au début de l'année, pendant 2 ou 3 mois, un cessez-le-feu qu'Israël a violé à partir de 15 mars pour lancer son offensive. Les Palestiniens sont rentrés chez eux, les Palestiniens de Gaza sont rentrés massivement chez eux. Et chez eux, c'était des ruines. C'est-à-dire, ils indiquaient par là qu'il y avait une volonté de rester sur place. Et les Palestiniens savent depuis très longtemps qu'il y a cette volonté de rester sur place. Et cette identité palestinienne, elle n'est pas seulement à Gaza, elle est en Cisjordanie, elle est dans les camps, elle est dans les diasporas, etc., etc. Elle est très forte, c'est-à-dire plus, je veux dire, un des grands échecs du projet sioniste tel qu'il s'est développé depuis 1917, c'est justement de ne pas avoir été capable de supprimer cette identité palestinienne. Et aussi, une chose qui me semble importante à rappeler, c'est que sur le territoire historique de la Palestine, sans même parler des réfugiés et qui vivent dans les camps, il y a autant de juifs israéliens que de Palestiniens. Et ça, c'est un défi pour le projet sioniste, c'est-à-dire que c'est une des raisons pour lesquelles ils veulent vider Gaza, c'est-à-dire ils sont obnubilés par ce fait qu'il y a, comment dire, ils n'arrivent pas à établir une hégémonie démographique totale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils essayent, pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, de vider les camps, de pousser les gens dehors, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même cette force de résistance palestinienne. Alors, dernière question à la Grèche, on reste avec Francesca Albanese qui a prévenu qu'elle préparait des rapports et des enquêtes sur les médias occidentaux qui se sont mis au service de l'entreprise génocidaire. Les médias occidentaux, selon vous, Alain Grèche, sont-ils responsables dans le génocide palestinien, notamment français ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je crois que les médias français portent une responsabilité, et européens portent une responsabilité qui n'est pas négligeable dans le génocide. Et ils ont créé les conditions pour que ce génocide apparaisse acceptable aux yeux d'une partie importante de l'opinion. C'est-à-dire après le 7 octobre, je veux dire, les médias ont fait comme si toute l'affaire de la Palestine commençait le 7 octobre, et ensuite ils ont minimisé la volonté génocidaire du gouvernement israélien, alors que dès janvier 2024, la Cour internationale de justice disait qu'il y avait des risques de génocide. Et il a fallu très longtemps pour que les médias commencent à parler simplement commencent à parler réellement de ce qui se passait sur le terrain.
et commence à accepter aussi, et c'est une des choses qui, je vous ai dit, Orient 21 a un correspondant palestinien sur place qui est un homme remarquable, Rami Abou Jamous, qui nous tient au courant tous les jours. Mais pourquoi les autres médias ne l'ont pas fait? On n'arrête pas d'avoir dans les télévisions des franco-israéliens ou des gens qui ont une double nationalité israélienne et européenne, qui parlent dans les médias, qui se présentent comme des journalistes objectifs, mais dès qu'il s'agit de Palestiniens, on considère que c'est des menteurs, que c'est des agents du Hamas. Il y a même des journalistes européens, des journalistes français qui ont dit il n'y a pas de journalistes à Gaza. Je veux dire, on est vraiment dans une politique qui est, je veux dire, fondamentalement raciste et coloniale. Merci Alain Grèche d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient et surtout directeur des journaux en ligne Orient 21, Afrique 21. Merci encore et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir. L'échiquier international se conclura sur ces mots. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News et je vous souhaite une agréable soirée.